Bonjour à tous, bienvenue à cette sixième séance, je crois, des Midis du Campus. C'est l'affluence des grands jours après donc les ponts du mois de mai. Je suis content de voir tant de monde assister à cette conférence. Cette conférence traite donc s'intitule « Ville de demain, ville connectée », point d'interrogation. Donc c'est un sujet qui évidemment attire beaucoup de monde, suscite la curiosité. Et en ce jour de bac philo, effectivement, on pourrait aborder le sujet en disant la Smart City est-elle l'avenir de l'humanité? On pourrait se demander si la Smart City nous rend plus libres ou non. On pourrait évidemment aussi se demander si la ville se confond ou pas avec la Smart City. Mais aujourd'hui, l'ambition de ce séminaire, ce n'est pas de rester dans la théorie et de disserter, mais plutôt d'aller vers les cas concrets, d'étudier des expériences, d'analyser des expérimentations. Et c'est pour cela que nous avons invité Laetitia Rancurel aujourd'hui, qui dirige Tuba de Lyon. Alors, je vais demander à Olivier de nous présenter notre conférencière, rapidement, si tu veux bien. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, on a le plaisir de recevoir Laetitia. Donc un double plaisir parce que pour d'abord parler d'un sujet qui nous intéresse évidemment, HEC-Tech, et puis aussi en tant que lyonnaise, hein, on partage les bons événements de Lyon et au-delà. Alors juste un petit mot d'introduction. Donc vous avez fait un parcours universitaire en physique-chimie, je crois. Vous avez finalisé ce parcours par une thèse. À l'issue de ce doctorat, vous avez passé 1 an à l'université Santa Barbara en Californie. Donc déjà sans doute proche de certains milieux de l'innovation et des startups. En revenant, vous revenez chez Saint-Gobain, puisque vous aviez fait votre thèse avec Saint-Gobain, et vous restez dans un proche du monde de la recherche académique. Quelques années plus tard, vous obtenez un master en marketing stratégique international, et vous prenez alors à ce moment-là une responsabilité au sein d'une équipe pour évaluer les marchés émergents et les technologies chez Saint-Gobain, autour des matériaux qu'il faut développer. Et donc là encore, vous êtes dans le monde de l'innovation et de nouvelles solutions. Et puis enfin, donc en 2013, vous rejoignez le projet qui va devenir le Tuba. Et donc vous faites apparaître cette entité à Lyon, qui est un lieu, mais vous allez nous le décrire, qui porte l'innovation et les expérimentations dédiées à la ville intelligente. Bon, donc merci de consacrer un peu de temps pour venir nous expliquer. Chez CETEC, on essaie d'explorer ce sujet. Alors on avance, on a déjà fait des petites choses, on avance à petits pas. On a au moins compris que c'était un sujet très pluridisciplinaire, et donc récemment on a créé un groupe ad hoc pour regrouper les différentes compétences présentes au sein de la société pour réfléchir collectivement. Mais je suis convaincu que ce que vous allez nous dire va nous aider à aller au-delà, et je vous en remercie chaleureusement. Merci, c'est à vous. Bien, merci Olivier, merci pour cet accueil, cette invitation. Oui, effectivement, je vais vous parler de Tuba à Lyon. Et tout d'abord, vous expliquer d'où vient ce Tuba expérimentation urbaine. Donc, vous avez vu dans mon parcours, il y a un fil conducteur qui est l'innovation des matériaux vers le bâtiment, puis vers les bâtiments, puis vers les villes. Donc, le Tuba, c'est la contraction de Tuba Essai, Tuba expérimentation urbaine. C'est ce que symbolise ce grand U, le U du Tuba Essai, en fait. Alors, vous avez entendu, je suis un petit peu physico-chimiste sur les bords. Donc, j'aimais bien l'idée qu'à Tuba, on puisse catalyser des projets, que ce soit aussi un lieu d'ébullition, une certaine mixité où on va y retrouver les services de la collectivité, des startups, des grands groupes et des chercheurs. Donc, voilà, s'appuyer sur de la terminologie autour de la chimie me plaisait bien. Puis, ça correspond bien aussi au berceau lyonnais de la vallée de la chimie. Donc, voilà, ça évoque pas mal de choses. Je vais tout de suite vous expliquer ce qu'est Tuba dans son entité juridique, puisque c'est souvent la question qu'on se pose à peu près après 3 slides. Donc je vais tout de suite vous le dire, comme ça vous aurez l'info. Donc le Tuba, c'est un partenariat public-privé. Ce sont des acteurs qui ont l'ambition de faire la ville de demain, la ville intelligente, la ville durable. Alors il y a plein de terminologies.
Il est un chiffre qu'on retrouve dans beaucoup de contextes d'articles, qui est qu'à l'horizon 2050, 70% de la population vivra dans les villes. Donc des questions d'énergie, donc des questions de mobilité, d'interopérabilité, etc., intermodalité. Donc ce partenariat est né sous l'impulsion de la métropole de Lyon. Il y a maintenant 5 à 6 ans de cela, la communauté européenne a poussé nos grandes collectivités à ouvrir leurs données via la directive qui s'appelle Inspire, hein, qui est toujours d'ailleurs d'actualité. Et ça s'est traduit pour la métropole par une montée en compétences, une plateforme de data qui aujourd'hui est accessible via tout moteur de recherche, donc datagrandlyon.com. Sur lequel aujourd'hui il y a plus de 850 jeux de données qui sont des jeux de données de l'open data de la collectivité. Et le constat, en fait, en ouvrant ces données, c'était de se dire, oui, mais les données, ce ne sont pas simplement les données de la collectivité. Il y a une masse de données qui appartiennent aussi à nos grands énergéticiens, à nos acteurs de la mobilité, aux acteurs de la culture, etc. La ville étant cette mixité de données. Donc l'idée était de mettre autour de la table un certain nombre de grands groupes intéressés par collaborer et de monter des projets, encore une fois, d'innovation, d'expérimentation avec la métropole, et puis d'y mettre aussi forcément des acteurs du territoire comme les pôles et les clusters, donc les clusters économiques. On a un cluster économique très fort à Lyon qui s'appelle le Digital League, qui est même sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a aussi des pôles de compétitivité comme Imaginov, qui est sur les contenus, la vidéo, contenu numérique, et qui va nous apporter aussi toute une notion de gamification de la ville. Alors on l'a bien vu l'été dernier avec le jeu Pokémon Go, où on a des gens qui ont redécouvert leur ville via un jeu, en fait. Donc on travaille aussi avec tous ces acteurs-là. Donc aujourd'hui, le partenariat, on a créé cette association en avril 2014, après toute une année d'une phase d'incubation au sein des services de la métropole. Et cette association donc, a pris forme en avril 2014 avec une douzaine de partenaires, 4 grands groupes. Aujourd'hui, il y a plus de 10 grands groupes parce qu'on travaille aussi sous forme de projet avec des grands groupes qui ne sont pas forcément adhérents à la structure. Des PME, des startups, je pourrais en décrire quelques-unes si vous le souhaitez. Donc les pôles et les clusters du territoire, des chercheurs. Donc on a un très beau laboratoire à Lyon qui s'appelle le LIRIS, qui est spécialisé dans la big data. On travaille aussi avec l'aménagement comme le CEREMA, comme les équipes de Livestar sur la mobilité. Et puis les pôles de compétitivité comme Tenerdis autour des enjeux de l'énergie dans la ville et de l'expérimentation, du mix énergétique. Et puis, bien évidemment, la métropole de Lyon qui a été le catalyseur, on va dire, voilà, de ce projet. Et la région qui est aussi rentrée dans la structure très tôt. Et on a également l'Europe qui est engagée auprès de nous, puisque nous avons des fonds européens en région qu'on appelle les FEDER, notamment pour développer une offre autour des PME de la Smart City, puisqu'on a beaucoup construit ce dispositif avec les grands groupes, avec la collectivité, avec les startups. Et il nous manquait finalement une pierre existante et qui est aussi dans sa transition numérique, que sont les PME. Donc voilà d'où vient cet engagement de l'Europe auprès de nous. L'écosystème Tuba, au-delà de ce partenariat, c'est quasiment 200 startups. C'est des startups que l'on rencontre soit parce qu'on va se lancer sur des challenges dont les thématiques nous ont apportés par les grands groupes ou par la collectivité. Je parlerai après je donnerai quelques exemples. Ou bien des moments d'open innovation, de pitch entre grands groupes startups, mais aussi startups PME de plus en plus, et des moments de pitch donc assez courts aussi avec la collectivité. Aujourd'hui, sur les 180 startups qu'on a rencontrées dans cet écosystème dynamique, on en a rencontré plus précisément et fait entrer dans nos process d'innovation 80. Et au bout de 2 ans et demi, 20 ont réellement fait avancer leur projet. Donc certains, je voulais tout de suite vous montrer quelques-unes de ces startups, ce sera bien plus simple. Ces startups sont toutes hébergées chez nous, mais bien évidemment, notre écosystème de quasiment 200 startups, c'est un écosystème, vous l'avez vu, pour une grosse partie lyonnais, Auvergne-Rhône-Alpes et un petit peu national et international. Voilà, quelques startups qui sont hébergées chez nous, comme ça vous donne un petit peu le ton de ce qu'on fait avec la data. Donc, on a FutureMap qui travaille sur des maquettes collaboratives 3D. Là, l'idée étant d'aller chercher la donnée des réseaux. Typiquement, FutureMap vient de travailler avec le groupe Enedis sur la rénovation du centre commercial de la Part-Dieu et a créé les maquettes 3D interactives comme document de travail.
On a Copark, qui est une start-up qu'on a hébergée pendant 1 an à Tuba. Au moment de notre ouverture, c'est notre première start-up, et qui maintenant travaille notamment en marque blanche, qui fait de l'optimisation de places de parking avec la SEM qui gère les parkings à Lyon, donc Lyon Parc Auto, qui d'ailleurs a rejoint du coup la dynamique Tuba. Et leur propos, c'est de développer une application de réservation de places de parking disponible, d'avoir un objet qui permet d'ouvrir la place de parking, donc un objet connecté, et d'avoir une facturation automatique. Donc soit ils le font à leur propre marque, soit ils le font en marque blanche pour des opérateurs de parking. On a aussi Home in Love qui travaille sur de la big data. Alors là, la big data de l'immobilier, en enrichissant la simple recherche que l'on connaît d'un bien immobilier par des simples mots-clés ou recherches numériques comme le nombre de mètres carrés, etc., l'endroit. Là, Home in Love va enrichir ses algorithmes de données INSEE avec la qualité de vie dans les quartiers. Ça peut être la qualité des écoles, le nombre d'espaces verts, etc. Donc là, on a typiquement une start-up qui valorise cette recherche algorithmique en agrégeant différents types de données. On a, après, sur ces thématiques de ville intelligente, on a aussi la question de l'alimentation. Donc on a par exemple une start-up qui s'appelle Via Terroir, qui travaille autour de solutions innovantes de gestion de circuits courts. Et là, c'est de la mise en relation producteurs, consommateurs, restaurateurs. On a Urbi qui travaille beaucoup avec la métropole de Lyon autour de l'information géocontextualisée d'informations, alors qui peuvent être de l'événementiel, des travaux, etc. Et puis on a aussi, et vous le verrez, la ville intelligente, c'est ça aussi, c'est pas que le numérique, c'est aussi de l'usage. Et on travaille avec une start-up qui s'appelle YoYo, mais il y a toujours un peu de numérique, vous verrez, qui travaille autour du recyclage de bouteilles en plastique transparent, donc plutôt les bouteilles Evian, Volvic, etc., pas les bouteilles colorées, et qui a identifié l'endroit où étaient retraitées ces bouteilles spécifiquement en France. Donc, il travaille sur de la reverse circuit court, finalement. Et donc, tout son propos, c'est que les citoyens se coachent entre eux pour optimiser ce tri. Avec après des incentives, des places à l'OL, etc., en fonction de qui a ramené, qui a coaché le plus de citoyens. Donc la Smart City, c'est ça aussi, c'est pas que du numérique, c'est aussi des smart habitants, et aussi, on est beaucoup dans la capacitation, c'est-à-dire donner le pouvoir de faire aux habitants. Donc voilà un petit peu notre écosystème. Maintenant, qu'est-ce qu'on y fait à Tuba, au-delà d'accompagner cette dynamique multi-partenariale Smart City? Eh bien, on accompagne l'innovation et l'expérimentation. Et on sensibilise aussi les citoyens aux enjeux de la ville numérique, de la data, de leurs propres données aussi. Et du coup, j'ai un petit schéma qui explique finalement ce qu'est une Smart City aujourd'hui et cette logique multi-partenaire. On a tout d'abord les services d'une collectivité qui vont porter politiquement un projet urbain. Et très souvent, jusqu'à présent, ce projet urbain s'incarnait essentiellement via les grands producteurs d'infrastructures. Donc on avait plutôt un dialogue bilatéral entre les acteurs de l'énergie, de la mobilité, etc. Et on voit arriver, et qui possèdent même de la donnée, et qui ont des questions de maintenance de l'infrastructure, etc. Et on voit arriver, via les objets connectés, une nouvelle brique. Cette nouvelle brique, elle est l'apanage plutôt des startups, plutôt des bureaux d'études, où on va aller connecter ces infrastructures. Et pour certains des grands groupes, avec un risque que finalement cette brique ici, je vais essayer de me servir, voilà, cette brique vienne se positionner juste là, et finalement viennent désintermédier cette relation qui s'établit entre les services publics et nos grands acteurs des infrastructures. Donc ces objets connectés produisent aussi de la data. On a enfin une quatrième typologie de données. Et là, pour ceux qui utilisent Waze, par exemple, le voient bien, ce sont les données que nous produisons. C'est ce qu'on appelle le self-data. Et ce self-data, de plus en plus, on a des entreprises qui s'y intéressent. Il n'y a pas simplement que Google qui s'y intéresse, mais nos collectivités aussi. Et comment, du coup, lorsqu'on demande à un citoyen d'ouvrir sa donnée, qu'elle soit d'énergie pour son logement, de mobilité, comment on va lui restituer un service? Et c'est tout le propos de l'expérimentation qu'on fait atterrir à Lyon, qui s'appelle l'expérimentation Mes Infos, autour justement de l'ouverture des données des citoyens, ce qu'on appelle le self-data, et de co-construire avec eux et avec des entreprises des services qui vont leur permettre d'optimiser. Alors ça peut être leur flux bancaire, leurs loisirs, etc. Et globalement, qui vont aider
à un ensemble de données pour créer des projets. Et tout ce que l'on se propose de faire à Tuba, c'est de faire converger l'ensemble de cette donnée, donc l'open data des collectivités, les 850 jeux de données typiquement de la métropole, les données des infrastructures, les données de plus en plus des objets connectés, les données du self-data, dans des projets d'innovation et d'expérimentation. Et on a une approche tout à fait particulière puisqu'on est multidiscipline. Une smart city, effectivement, une fois qu'on a connecté tout ça, on ne va pas livrer aux citoyens un jeu de données, on va lui livrer un service urbain. Et un service urbain, ça passe par des phases de design, mais aussi d'acceptation de l'outil numérique, donc de sociologie. Donc on est vraiment dans cette approche scientifique, technique, design et sociologie, mais aussi dans cette logique multimétier. Vous avez vu le partenariat qu'on a. Nous, on aime beaucoup quand Keolis vient travailler avec les équipes d'EDF. On est beaucoup pas dans le désilotage de ces métiers, mais d'induire de la porosité entre ces métiers et de permettre de voir comment on peut combiner de la donnée entre nos différents acteurs. Et quelque part aussi, notamment pour nos grandes entreprises et pour la collectivité, on manage le changement. Ce n'est pas parce qu'on a un outil numérique, notamment on voit fleurir de ci, de là des outils qui permettent d'aller signaler des dysfonctionnements sur la voie publique. La question qu'on doit se poser, c'est derrière l'opérateur qui reçoit ça du côté de la collectivité, comment il le traite, comment il priorise. Donc on est beaucoup en fait dans le management du changement, de ce que va induire l'utilisation de ces objets connectés, mais aussi des services numériques. Et notre objectif à Tuba, c'est de développer la valeur économique, donc d'accompagner des projets, d'accompagner des entreprises. Donc là, on est vraiment dans cette logique de bassin créateur d'emplois, etc., dynamisme de territoire, mais aussi dans une valeur de bien-être. Et là, on est dans tout ce qu'on va livrer aux citoyens pour bien vivre demain en ville. Donc on s'appuie pour cela, notre point de départ c'est la data. On ouvre le robinet, il y a de la data qui coule, très bien, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et comment on la mutualise? Et qu'est-ce qu'on doit ouvrir comme données? Donc on a cette approche un petit peu top-down, d'aller voir les données disponibles et de créer des projets autour de ça. Donc on s'appuie pour ça sur la plateforme de la métropole de Lyon, donc Data, je vous encourage tous à aller voir à quoi ça ressemble. Et on a aussi une partie qui nous est sécurisée parce qu'aujourd'hui, parmi nos grands groupes, la volonté c'est pas forcément d'ouvrir sa donnée à l'ensemble d'un écosystème, mais parfois de l'ouvrir dans une typologie de projet et de co-construire avec certains acteurs. Donc on a aussi un portail qui nous est restreint pour l'ouverture de données privées qui seraient un petit peu sensibles. Et les données disponibles, eh bien, elles sont diverses, variées. On est un petit peu aujourd'hui comme dans un jardin qu'on doit défricher. Les premiers coups de serpe, on va les voir très nettement, comme les services de mobilité, mais ce n'est qu'une petite partie, puisque les données disponibles, eh bien, elles concernent bien évidemment donc la mobilité. Et à Lyon, ça s'est traduit par un projet bien en amont d'ailleurs de la création de Tuba qui s'appelait Optimode Lyon. Mais aussi on a tout le sujet autour de la maîtrise de l'énergie, donc le smart grid, et puis son corollaire finalement, et là on va travailler aussi avec les citoyens autour de l'habitat intelligent, donc on pourrait appeler ça presque le microgrid. On demande de plus en plus maintenant à des citoyens de s'effacer lors des pics de consommation. On a aussi... là, je vais pas dans le bon sens, pardon. On a aussi tout ce qui est objets urbains connectés. Alors si vous venez à Tuba, vous verrez sur notre petit parvis, on a typiquement une girouette qui permet en fait aux citoyens de venir interroger ce panneau et qui va s'orienter en fonction de la demande, de là où on souhaite aller. Et ça fait partie justement de ces nouvelles façons de travailler entre l'humain et l'objet connecté et l'urbain. Et puis avec une logique derrière si on a 100 personnes qui sortent de la gare Pardieu qui demandent où est la station de taxi et que toute la journée la girouette indique la station de taxi, on peut aussi aller se demander, ces datas-là, on peut les analyser et produire du conseil auprès de la collectivité, lui proposer de mettre un panneau, par exemple. Et puis, il y a tout ce qui est données culturelles, qui sont très peu mises en perspective, très peu finalement visibles. Et mise en perspective, ça veut dire aussi croiser quelque part avec la mobilité. On aimerait, quand on prend le bus, avoir, je traverse un quartier que je ne connais pas, avoir les événements qui s'y passent, par exemple. Il y a aussi tout ce qui concerne l'environnement, le cadre de vie que je lie à la santé bien-être. Et là, on va travailler autour, notamment cette année, de la qualité de l'air, dans cet objectif de regarder les données disponibles, d'en agréger d'autres, et puis de voir comment on peut faire de Lyon un terrain d'expérimentation autour de ces sujets qualité de l'air, et notamment l'information aux citoyens.
Et pour cela, le Tuba a développé avec ses partenaires sur ces 2 premières années une offre de service qu'on a co-construite avec eux en fonction de leurs besoins, puisque nos grands partenaires, lorsqu'ils arrivent à Tuba, ils deviennent administrateurs de l'association, donc sont partie prenante de la feuille de route stratégique, et leur cotisation annuelle leur donne droit à des projets que l'on monte pour eux. Et en fonction, si on est un SFR, par exemple, on va s'intéresser au monde des startups parce qu'on n'a pas de laboratoire interne. Si on est un EDF, on va travailler, par exemple, au management du changement en interne. On a travaillé, par exemple, avec Keolis autour de l'information voyageur, etc., de l'expérience passager. Donc voilà, en fonction des besoins d'innovation propre, on a construit en fait des projets pour nos grands groupes et aussi pour les services de la collectivité. Et puis ça s'est traduit, là, ça a un petit peu convergé. Au bout de ces 2 ans, on voit de plus en plus où on va. Donc on a une offre de service de plus en plus claire qui s'articule autour de 4 briques. Qui sont l'open innovation, donc c'est tout ce lien entre briques agiles que sont nos PME, nos startups, en lien avec les grandes entreprises et les services de la collectivité, sans oublier les laboratoires de recherche, puisqu'on a aussi cette vocation à faire que nos chercheurs qui ont des bonnes idées, on a des exemples assez fabuleux à Lyon avec par exemple la startup iCob, qui étaient des chercheurs de l'INRIA, qui ont créé une startup autour des objets connectés, d'information de mobilité ou d'état des routes, etc. Donc de faire travailler ensemble et de se connaître ces acteurs-là. On a aussi cette deuxième brique tout à fait importante qui est l'expérimentation. Là, je vous ai beaucoup parlé des entreprises, je vous ai assez peu parlé des citoyens. Et l'objectif, c'est que quand on a une idée de service urbain, on puisse faire la preuve du concept, donc expérimenter, faire la première idée, tester la première idée avec des groupes, avec des panels de citoyens. Je vous montrerai un exemple que l'on a fait avec notamment GRDF autour du compteur gaz connecté. Et ça, c'est toute cette approche design, collaborative, participative et accompagnée par la brique sociologique. Et puis cet espace, c'est un espace effectivement où on héberge des startups et c'est un espace en fait où on va partager des bonnes pratiques, favoriser les synergies entre les différents acteurs. Et enfin, on a aussi une brique qui sous-tend la brique expérimentation, qui est la médiation, c'est-à-dire sensibiliser tous les publics aux enjeux de la ville intelligente. Donc on produit des ateliers, aussi bien pour des scolaires que des universitaires, des étudiants, pour sensibiliser toutes ces populations aux enjeux de la ville de demain, et puis les rendre finalement à une échelle peut-être sans doute plutôt moyen-long terme, acteurs de leur ville. Et tout ce qu'on voit ici sur cette roue, ce sont les ateliers, les différents... Oh, pardon, j'ai appuyé sur 2 boutons en même temps. Les différents types d'ateliers qu'on va mener. Donc ça peut passer aussi bien par ce qu'on appelait les comités opérationnels ou les comités coopératifs, où on va faire en sorte que nos entreprises travaillent avec nos startups, nos PME et nos chercheurs, et on va aller chercher des projets qui peuvent être financés. Donc là, ça peut être des projets ADEME, mais ça peut être aussi des projets européens H2020, puisque l'Europe finance de plus en plus de projets Smart City, et on estime que ce sont de bons leviers pour faire de l'innovation aussi dans nos villes, de pouvoir travailler en synergie avec des villes à l'échelle européenne, typiquement, pour échanger des bonnes pratiques. Ce sont des formats où on va se rencontrer tous les mois et demi. On va passer en revue une thématique précise et on va aller regarder s'il y a des appels d'offres qui se présentent au bon moment pour nous, avec la maturité des acteurs qu'on a autour de la table. Donc là, par exemple, on est en train de regarder la logistique urbaine sous un angle data, donc c'est-à-dire quelles sont les données disponibles et comment on peut faire de la synergie entre un acteur de la logistique, ou aussi bien de la reverse logistique comme Veolia, mais aussi Lyon Parc Auto, qui dans ses parkings on peut avoir d'autres usages que se garer. Donc on réfléchit autour des données disponibles, typiquement de la logistique urbaine. Alors je ne vais pas tous les passer en revue, hein. On a aussi des Tuba-Run qui sont des formats d'une journée où on va aller remixer une thématique. Donc là, on a travaillé avec Alstom, Keolis, quelques startups et SNCF sur l'expérience passager. Alors, il y a eu des sujets autour de la billettique, etc. Et là, l'idée, c'est qu'à la fin de cette journée, qui est un processus de co-création, on ait 2-3 projets un peu plus mûrs qu'on puisse ensuite déployer, dérouler, voir comment on peut aller plus loin. On a des tubes ateliers, donc là c'est le moment où on va avoir une
une appli ou un service, une idée de service, et on va le tester avec des usagers. Donc ça s'appelle les tubes ateliers, ça se passe sur 2 heures. Les tubes à run, c'est sur une journée. On a l'accompagnement des startups là sur une logique un peu plus longue d'expérimentation, avec un atterrissage sur un terrain d'expérimentation qui peuvent durer 3 à 4 mois. Donc je vous donnerai un exemple après de ce qu'on a fait dans ce sujet-là. Sur la médiation, on a par exemple une fois tous les mois et demi, des tubes experts, et là on a un spécialiste qui va venir nous parler d'un sujet. On a eu par exemple des sociologues qui sont venus nous parler de l'usage des vélos en libre service, et ce sont des conférences ouvertes à tous. Donc on a cette dynamique d'animer un écosystème, et puis tous les événements qu'on porte sont annoncés via notre newsletter, Twitter, etc. Donc on est un lieu où on fait de l'innovation, mais qui est un lieu ouvert. Voilà, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais si vous avez des questions, on pourra revenir dessus. Il y a les data rooms aussi, où on va essayer d'ouvrir de la donnée qui n'a jamais été ouverte et voir ce qu'elle vaut et la tirer vers des projets urbains. Voilà, Tube Apéro, c'est la rencontre entre startups et échange de bonnes pratiques. Et ce lieu, qui au départ n'était pas forcément un lieu, on était plutôt sur un dispositif d'accompagnement de projet. Et puis assez rapidement, on s'est dit oui, mais les 4e acteurs que sont les citoyens de cette ville de demain, il faut qu'ils aient un lieu pour se renseigner, pour venir tester, expérimenter. Donc on s'est installé dans un lieu qui est sur la place de la Part-Dieu, donc juste quand vous sortez de la gare côté centre commercial. Et c'est un lieu qu'on dit propice à l'environnement, c'est un tiers-lieu thématique, donc tout ce qui s'y passe, avec toute la mixité de ses acteurs, et qui est divisé en 2 espaces. Donc l'espace du premier étage, c'est le lieu où on co-crée les projets, où on héberge nos startups, où il se passe beaucoup de choses autour du montage de projets. C'est un lieu d'échange, avec une salle de créativité que nos différents partenaires aiment bien utiliser. Pour se mettre dans des situations un petit peu différentes qu'une salle de réunion classique. Et puis le rez-de-chaussée, c'est l'espace qui est dédié aux expérimentations, voilà, où on va montrer, proposer, tester, soit de façon à l'année comme ça, ou bien sur des temps bien particuliers. On avait par exemple la semaine dernière les chercheurs de Livestar qui nous ont fait toute une animation au moment du déjeuner autour de la mobilité, comment se forment les bouchons. Voilà, donc là on était un petit peu ce qu'on appelle, alors nous venant des sciences on appelle ça la vulgarisation, mais c'est faire passer en fait des messages un petit peu simples, traduits dans la langue des citoyens, de comment se forme un bouchon, quels sont les ressorts, que ce soit sur la vitesse, sur les donc on a voilà le type d'expérimentation, en tout cas d'animation qu'on peut avoir sur des temps donnés. C'est un lieu aussi où on fait des challenges. Donc là, typiquement, on a un challenge étudiant qu'on a reconduit 2 fois pour le compte d'EDF autour des enjeux de consommation d'énergie et d'ouverture de la data, notamment via les compteurs connectés, ce qui nous permet en fait de créer des services à partir de ça. C'est un lieu de conférence aussi, et puis un lieu d'atelier ici, donc avec un atelier citoyen. Quelques cas concrets. Pour illustrer un petit peu tout ce que je vous ai dit. Donc, un des cas concrets, par exemple, qui s'inscrit dans la logique des Tube Access, donc c'est les challenges les plus longs qu'on ait. C'est un challenge qu'on a fait sur l'année 2016, donc un challenge de start-up, où on a proposé à des start-up de venir nous rencontrer autour des enjeux de l'habitat et du bien-être, donc beaucoup de choses connectées, des choses autour du vieillissement de la population, des données disponibles, et typiquement ce type, c'est pour vous illustrer comment on monte ces projets. Donc on avait 3 commanditaires, Veolia, Bouygues Immobilier, Soprasteria, des organisateurs, donc je vous ai parlé du Digital League, c'était le nouveau nom du cluster numérique, des partenaires experts comme les clusters autour de la santé, des designers, et puis les services de la métropole, donc de la métropole et puis de la mairie de Villeurbanne pour donner des lieux d'expérimentation aux startups qui ont été lauréates de ce concours. Donc voilà typiquement comment on monte un projet. Donc nous, Tuba, notre propos, c'est d'aller animer, d'aller identifier, de communiquer et de faire qu'on ait des startups qui participent à ce projet. Donc ça, c'est typiquement un challenge d'open innovation. Je vais entrer un petit peu plus dans le détail, là, par exemple, d'un projet qui n'a pas du tout impliqué de start-up. On ne travaille pas que avec des start-up.
c'est un projet autour du déploiement du compteur gaz connecté. Donc c'est un projet qu'on a réalisé pour le compte de GRDF. Et l'objectif, c'était d'identifier les besoins des usagers gaz de manière à prototyper une application qui permette d'accompagner ce déploiement du compteur gaz. Donc là, on va retrouver un petit peu la même schématique, c'est-à-dire qu'on a un client, on a un pilote, on a des experts, et là les experts, c'est l'Agence locale de l'énergie lyonnaise, Soprasteria qui nous aide pour la partie prototypage numérique, etc. La licence en psychosociologie, donc des étudiants qui sont venus travailler avec des usagers et des associations de consommateurs, l'école de design de Bellecour et l'ADEME. Et donc la démarche n'a pas du tout été technocentrée. On ne s'est pas du tout intéressé à savoir combien de temps on mettait pour installer un compteur gaz, quelles étaient les données disponibles. On s'est centré sur l'usager. On lui a demandé, on a co-construit pendant 6 mois avec donc des interviews des étudiants en psychosociologie, leurs besoins, leurs problématiques, et on a construit un cahier des charges. Sur lequel on a ensuite proposé des spécifications ce que devait être visiblement cette application, parce qu'on est assez vite convergé vers une application qui allait accompagner ce déploiement du compteur gaz. Et puis, on est reparti sur des tests utilisateurs, puisqu'on a atterri sur 4 applications possibles. Et puis, qu'on a fait, après des tests utilisateurs mergés, qui s'est synthétisé en une application, on a refait des tests avec d'autres usagers. Et puis, donc, phase de restitution, et on en est à la phase de déploiement. Donc, on aura une forte communication par GRDF en septembre sur ce sujet-là. Et voilà comment on s'y prend, en fait, quand on travaille avec des usagers, avec des citoyens. Et bien, dans ces phases de co-design, on va travailler sur des grandes fonctionnalités, on va aller poser des questions autour du suivi de consommation, de leurs appréciations, est-ce qu'elles ont besoin d'avoir des alertes, etc. Ce qui se traduit ensuite par des enseignements autour de la sensibilisation de l'individu, de sa motivation, par exemple, à changer ses comportements, et ensuite à maintenir ses comportements d'optimisation, par exemple, de sa consommation propre dans le temps. Donc les principes fondamentaux qui ont guidé ce projet, c'est la transparence, c'est la possibilité d'avoir une marge de manœuvre, parce que vous voyez que là, en face de nous, les gens de GRDF, c'est plutôt des ingénieurs, et on a eu cette marge de manœuvre d'aller construire avec des partenaires un petit peu différents de ce qu'ils avaient l'habitude, les services de cette application. De l'interactivité, donc le fait de retrouver ces usagers gaz au cours du temps, forcément du dynamisme, parce que quand on a des personnes qui viennent co-construire avec nous, il faut animer ces réunions, etc. Personnalisation. Et donc autour de tous ces sujets, on a construit les fonctionnalités clés qui sont la visualisation, les conseils évolutifs, du didacticiel, du compte utilisateur, de la comparaison individuelle mais aussi sociale. Je crois que je vous avais mis encore une slide. Donc voilà un exemple de ce qui est sorti, mais ça c'est qu'un exemple qui est la consommation, mais il y a plein d'autres sujets autour des bonnes pratiques entre consommateurs, etc. Donc voilà typiquement comment on monte un projet étudiant pour le compte d'un grand groupe sur un sujet où on implique des citoyens. Un autre exemple, c'est un exemple qu'on mène sur le territoire de la Confluence avec Enedis, toujours la LE. Alors c'est des exemples dans l'énergie, j'aurais pu vous prendre des exemples dans la mobilité. C'est ceux qui ont le plus avancé ces 2 dernières années. Donc on est là sur monter pareil, impliquer le citoyen, lui faire comprendre les enjeux de la production et de la consommation d'un quartier. Donc on a monté un club d'utilisateurs et on anime toujours cette logique de compréhension des enjeux de l'énergie. Donc les objectifs de ce projet, c'est se connaître entre citoyens, découvrir l'énergie, s'initier, agir et puis s'engager. Parce qu'on est vraiment là dans ce que j'appelais tout à l'heure la capacitation. En anglais, on appelle ça l'empowerment des citoyens dans ces sujets de ville de demain. Donc voilà quelques exemples. C'est comprendre la transition énergétique, découvrir des initiatives, explorer
et visualiser la donnée, qu'est-ce que la donnée produit sur mon territoire, et mieux comprendre, par exemple, l'équilibre d'un réseau. Donc là, on est à l'échelle plutôt macro, et puis on se dit que l'étape d'après, ce sera sans doute d'embarquer ces citoyens à l'échelle micro, c'est-à-dire à l'échelle de leur propre logement, autour de l'ouverture de leurs données, et puis un petit peu comme on a prototypé avec GRDF, comment on peut optimiser sa consommation d'énergie. Donc, comment ça marche? Alors, on est passé là par une autre méthodologie qui s'appelle le Serious Game. Donc, je vous parlais tout à l'heure du Pokémon Go l'année dernière, mais c'est un petit peu le même esprit. C'est-à-dire que nos citoyens vont avoir différents rôles. Il va y avoir le collecteur de données, l'explorateur, l'alchimiste. L'alchimiste va essayer de fédérer les membres et de mixer les données entre elles. Le butineur qui peut aller chercher des idées dans les autres groupes. Et le reporter qui va documenter, consolider tout ce que le groupe aura construit. Et puis, donc, ces rencontres, vous voyez, là, on est en plein, la dernière aura lieu le 6 juillet, donc on est en pleine construction. On leur a permis d'aller visiter, par exemple, le poste source de la gare Perrache, à ce groupe de citoyens. Ils ont visité un îlot à énergie positive qui s'appelle Icari sur la Confluence. Donc, on leur programme des visites et ils co-construisent avec nous cette compréhension autour des enjeux de production d'énergie et de consommation d'un quartier. Voilà ce que j'avais à vous dire dans les exemples. Je vous encourage, lorsque vous venez à Lyon, bien évidemment, de venir nous voir. Vous pouvez suivre toute notre actualité sur le fil Twitter, tuba_ ici, là, Lyon. Donc, vous pouvez avoir la typologie des ateliers qu'on mène. Vous verrez aussi qu'on fait des appels à projets. En ce moment, on est autour d'un appel à projet. Alors, je ne vous ai pas parlé des grands groupes avec qui on travaille, qui ne sont pas forcément partenaires, mais en ce moment, on relaie un appel à projet de GRT Gaz autour de la maintenance, autour de la purge des réseaux de gaz, de leur réseau de gaz, sans mettre le tuyau à l'air libre. Donc, on a des sujets un petit peu techniques comme ça, et qu'on relaie auprès de nos écosystèmes. Est-ce que vous avez des questions ? Merci pour cet exposé très riche. On peut passer tout de suite aux questions. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en ai une. Vas-y, Michel. Oui, si vous me permettez. J'aimerais vous challenger votre vision de la ville en mettant tout ça dans un contexte un peu historique, peut-être un peu même très ancien. La ville grecque, c'est le centre de la société. D'ailleurs, il y a plusieurs sociétés. Chacune des sociétés correspond à une ville. La ville, elle est gouvernée par des philosophes. C'est la police politique. Et la politique, c'est je gouverne la ville, je mets en place. Donc il y a vraiment des philosophes qui réfléchissent à l'organisation de la ville. Première étape. Deuxième étape, j'en saute un certain nombre. On est au Second Empire. Il y a le baron Haussmann qui dit bon, il y a des quartiers miséreux, on va tracer des grandes avenues. Je mets des belles pierres ici, et ça profite. La première fois, ça profitait aux citoyens libres. Là, ça profite aux citoyens riches. Tout va bien. Et on a l'impression qu'effectivement, les gens sont plus heureux après qu'avant. Troisième étape, les villes nouvelles, deuxième moitié du XXe siècle. Là, on réussit quand même quelque chose. C'est toujours décidé par en haut. On réussit quelque chose, c'est que les gens travaillent au même endroit où ils habitent. Le reste, c'est peut-être moins réussi, mais c'est encore une décision qui vient d'en haut. Et là, on change complètement de paradigme. Tout le monde se fait des intermédiaires, les ingénieries qui dessinaient la ville, les politiques qui décident plus rien. On a une espèce de... C'est pas péjoratif, hein, mais vous avez cité des briques, hein, vous n'avez parlé que de briques au fond, qu'on jette dans un grand lac de données. Je crois que c'est ça le terme usuel consacré. Et puis on agite, et puis il en sort des choses. Qu'est-ce qui nous garantit qu'on sera plus heureux après qu'avant ? Moi, j'aime bien ce débat philosophique. On en parlait juste avant de commencer. Effectivement, aujourd'hui, ce que l'on voit, effectivement, c'est qu'on a deux sujets qui se croisent clairement avec ces sujets numériques, qui sont la gouvernance de la donnée et la gouvernance des projets urbains. Donc la gouvernance de la donnée, on y travaille au niveau de l'Europe, à la protection des individus à notre niveau avec la CNIL. Néanmoins, la ville de demain va inclure une certaine dimension de capacitation, d'empowerment. On voit bien dans nos façons de travailler, on travaille autrement.
On a maintenant des lieux de coworking. Le jeune entrepreneur qui crée son entreprise, il travaillait dans son salon jusqu'à présent. Maintenant, il va dans des lieux comme ça où il n'attend pas 6 mois pour rencontrer le directeur innovation d'un grand groupe ou la personne qui est sur les projets urbains de la métropole, etc. Donc on a cette nouvelle façon de travailler. Et donc ça, c'est un point sur la donnée. Et sur les grands projets urbains, effectivement, aujourd'hui, on assiste à une compétition et on est les premiers à le voir à Lyon parce qu'on a eu un maire bâtisseur. Alors on verra la suite de la politique, là. Hein. Vous avez bien vu que on est dans un contexte évolutif en ce moment à Lyon. Et on a effectivement aujourd'hui un débat philosophique autour de est-ce que la ville doit être une ville dans laquelle on a des services d'intérêt généraux, service public, ou bien une partie de la ville, parce que aussi nos collectivités ont des budgets qui diminuent, doivent être une partie de ville privée avec des services privés, y compris de déchets, eau, etc. Donc, et énergie. On voit bien, je pense que vous vous questionnez tous sur la blockchain, donc on voit bien aussi ces sujets de gouvernance des villes qui émergent. Donc on a deux sujets qui se croisent, qui sont la gouvernance des données d'un côté, la gouvernance du bâti, de l'urbain de l'autre et du pouvoir des villes. Et je rajouterai une troisième dimension dont je n'ai pas parlé là ou très légèrement, qui est aujourd'hui le pouvoir de la donnée est très précieux et en France, on fait très attention à ce que nos données soient hébergées sur des serveurs français et qui n'échappent pas du coup à nos lois de protection de l'individu. La question, c'est quid des grands acteurs comme Google, par exemple, qui aujourd'hui, on les connaît avec leur service Waze, mais ils ont aussi racheté Netatmo. Donc Netatmo, ce sont nos données de température de vie, de qualité d'air, etc. Ils ont aussi nos données de nos messageries avec le Gmail, ce que n'a pas aujourd'hui une collectivité. Donc aujourd'hui, les acteurs, les GAFA, y compris Amazon, etc. Donc l'ensemble de ces quatre grands, ont aussi de la donnée qui sont de nature à bouleverser aussi la gouvernance de nos villes. Et là, pour le coup, complètement, et la partie numérique et la partie organisationnelle. Alors après, le facteur de bonheur, ma foi, il faudrait avoir un ministre du bonheur, comme à Dubaï, et puis avoir peut-être... on a eu des groupes d'étudiants avec un de nos partenaires, Soprasteria, qui a travaillé sur le QI de la ville, sur voilà. Alors comment on pourrait évaluer ce facteur de bonheur ? Juste pour préciser ma question, parce qu'au fond, la clé de réussite, c'est la réussite économique et financière des startups. Et c'est ça qui fait que tel ou tel projet avance ou s'arrête, au fond. Est-ce que c'est ça la clé du bonheur ? Non, je crois que les startups sont là. Effectivement, on a eu un bon... le terme, c'est effectivement la question, est-ce qu'ils vont ou pas désintermédier ces grands groupes ? Le vrai propos des startups, c'est d'amener de la compétence, de l'agilité, là où quelque part on a une tendance un petit peu de fond à ce que nos grandes entreprises se posent finalement assez peu la question de mettre beaucoup d'innovation ou pas dans leur lien avec la collectivité. Et les startups bousculent un petit peu ce jeu-là, puisqu'elles vont venir avec des briques très agiles. Ça peut être sur de la mobilité, mais ça peut être aussi on travaille par exemple sur la métropole autour du compte unique de territoire ou bien du pass urbain. Et là, c'est comment la start-up va bouger le jeu et va faire en sorte finalement que la collectivité va être plus exigeante sur son marché public parce qu'elle sait qu'il existe des solutions autres qu'une solution existante d'il y a 5 ans, par exemple. Donc ça, moi, c'est un axe très positif parce qu'on va tous y gagner en fait à monter en compétence, à ce que nos collectivités montent en compétence et en expertise dans leurs services internes. Gabriel Sanchez. Je reviens un peu sur la question de la gouvernance, mais du point de vue... en fait, la big data, elle ne va pas simplement être analysée pour aider à la décision, mais dans quelques situations, elle va peut-être permettre que des infrastructures s'autogèrent à certains prendre niveaux. les décisions elles-mêmes, l'intelligence artificielle. Ouais. Et donc ça impacte clairement, notamment le modèle français, où il y a un État qui prône l'intérêt public. Peut-être dans des pays sous-développés ou des pays anglo-saxons,
où il y a une ouverture plus facile, ça pénétrera plus rapidement. Mais chez nous, en France, et dans des pays similaires latins, ça va poser le problème vis-à-vis des pouvoirs publics. Parce que vous avez d'un côté les smart-top qui sont sur les starting blocks, qui veulent rentabiliser ce qu'ils proposent. Vous avez, nous, les citoyens, on a tous des smartphones, on est en attente. Mais au milieu, la décision publique, et notamment les élus, s'interrogent et se sentent dépassés. Donc ma question, elle est... est-ce que vous allez travailler là-dessus et quel est votre retour par rapport, par exemple, au Grand Lyon? Je parle bien, non pas des services techniques de la ville, mais des élus. Comment faites-vous pour créer un déclic par rapport à ça? Parce que ça va poser un vrai problème de société. Alors, il faut savoir qu'on monte un lieu comme le Tuba, où on aligne aujourd'hui plus de 10 grands groupes derrière un projet commun, des acteurs économiques du territoire, parce qu'il y a une volonté politique à la base. C'est mon premier schéma, en fait. On a réussi, le tour de force, d'aligner toutes ces planètes, finalement, parce qu'on avait un portage politique fort qui était « Créons la ville de demain ». Innovons, expérimentons cette ville de demain dans un autre modèle que simplement un marché public et on lance la chose. Donc, notre association, comme toute vie d'une association, ses conseils d'administration, ses AG, etc., à chaque conseil d'administration, l'élu qui s'occupe qui a le portefeuille ville intelligente et en l'occurrence innovation, qui s'appelle Karine Donnier-Insos, est présente à tous les conseils d'administration. Donc oui, on va passer par un besoin de monter en compétence des élus, en tout cas qu'ils s'entourent de personnes qui puissent leur donner les bons conseils. Mais il y a du boulot, bah ouais, il y a du boulot. Mais il vaut mieux que ce soit nous que, encore une fois, de l'autre côté de l'Atlantique. Bonjour. Est-ce qu'il y a un parallèle qui peut être fait avec la bulle Internet du début des années 2000, où effectivement il y avait une course à l'idée innovante qui ensuite se faisait éventuellement racheter à prix d'or par un grand groupe et première question. Deuxième question, c'est qu'est-ce qui garantit aujourd'hui à la puissance publique de garder le contrôle vis-à-vis des données? Alors c'est une question qui est très large, mais nous qui nous vivons en ingénierie comme un médiateur justement entre, dans une relation peut-être un peu plus descendante justement, entre une puissance publique qui décidait de faire, nous on concevait, disons, une infrastructure, et un groupe de travaux réalisé. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il peut y avoir peut-être pas une inversion, mais une redistribution des pouvoirs qui est liée à la possession de la donnée. Donc qu'est-ce qui est fait concrètement pour garantir effectivement à la puissance publique que demain, elle garde le contrôle sur l'utilisation de ces données? Alors, c'est vrai que la métropole de Lyon, là-dessus, est pionnière sur l'ouverture de la donnée. C'est la première métropole de France, la première collectivité de France à avoir une opératrice générale des données, ce qu'on appelle le Chief Data Officer, qui va aller non seulement regarder la donnée qui est disponible et potentiellement la mettre en open data s'il le faut, mais aussi à l'externe, mais aussi à l'interne. Donc on est en fait en cette phase qui est très critique, effectivement, les collectivités doivent aussi garder cette gouvernance de la donnée. Et une partie de nos grands groupes qui sont entrés dans la structure, il y a un programme chez nous qui s'appelle les Data Rooms. C'est aussi parce que les délégations de services publics de plus en plus demandent l'ouverture de la data. Et l'idée, en fait, de travailler en amont, de voir quelles données je peux ouvrir, c'est aussi proposer à la métropole ou aux collectivités, oui, voilà, cette donnée-là, je peux l'ouvrir, cette donnée-là, ça sera plus délicat parce qu'on peut faire un lien avec mon chiffre d'affaires, etc. Donc, il y a aussi, je dirais, comme dans l'innovation, ne pas se faire imposer les choses, mais anticiper les choses, et que nos grands groupes, qui de toute façon, à qui on demandera d'ouvrir de la donnée, grands groupes ou autres, PME, etc., ils travaillent en amont pour voir quel type de données ils peuvent ouvrir. Mais effectivement, on est dans cette phase un petit peu particulière qui est que nos collectivités doivent impérativement garder la gouvernance de la donnée. Oui, bonjour. Et pour poursuivre aussi sur la gouvernance, on a les pouvoirs publics, les collectivités, mais j'ai vu parmi vos diapos beaucoup de petits logos de concessionnaires ou d'exploitants de réseau. Comment ça se passe vis-à-vis de la libération de la donnée et vis-à-vis de leur pilotage, quoi, parce qu'on se rend compte, nous, en concevant des infrastructures, qu'on doit dialoguer avec eux
via les collectivités, via les donneurs d'ordre, mais ils sont un point de passage obligé. Alors quand ils jouent le jeu, c'est très bien, mais bon, déjà, quid de leur avenir en tant que gestionnaire de réseau, global ou local, et comment vous arrivez à dialoguer avec eux, ouvrir des possibilités d'accès à leurs données ou d'organisation un petit peu de leur réseau, de leur infrastructure. Alors, pour l'ouverture de la donnée, effectivement, il y a plusieurs niveaux. Il y a la donnée des infrastructures en elles-mêmes, et là, on est sur... alors, on a beaucoup travaillé sur la compréhension de la donnée des infrastructures, des grandes infrastructures de distribution. Donc là, c'est par exemple ce qu'on a fait avec Electric Club. On est en train de réfléchir à comment, à l'étage supérieur, notamment RTE et GRT Gaz, qui viennent d'ouvrir une plateforme d'open data conjointe d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces données, effectivement? Et là, on est presque plus dans le rôle que ce que fait le citoyen là-dedans, parce qu'on est encore un étage au-dessus. Et après, pour tout ce qui est données de compteur, là, on est dans le self-data. La donnée de consommation, par exemple, produite EDF ne peut pas ouvrir si vous êtes lié à EDF ou Engie ou autre. Là, par contre, la donnée, elle appartient à soi, aux citoyens. Ça fait partie du self-data. Et c'est tout le propos aujourd'hui d'aller pouvoir ouvrir cette donnée de manière à ce que le citoyen ne soit pas fragilisé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on assiste à des projets. J'en parlais tout à l'heure, on fait atterrir ce projet à Lyon autour de l'expérimentation Mes Infos, où les données de son foyer sont ouvertes dans un cloud personnel. Ces données sont ensuite anonymisées dans un cloud plus large dans lesquels les entreprises vont avoir accès. Et à ce moment-là, des services peuvent être prototypés, redescendus sur les clouds personnels et les citoyens peuvent venir tester ces services. Mais on est vraiment dans cette phase et je trouve que la France et l'Europe, parce que Cozy Cloud, typiquement qui produit ce cloud personnel, est dans cette réflexion de protection de l'individu. Et ce sont des sujets qu'on pousse, du coup. Mais néanmoins, ces données, on en a certainement besoin pour l'optimisation de logement, des choses comme ça. Donc, comment la restituer sous forme de service, c'est tout le propos, c'est ce que l'on traite aujourd'hui via des expérimentations. Mais on n'a encore qu'à cette phase d'expérimentation, effectivement. Il y a une question que vous ne m'avez pas posée, c'est sur le business model de la Smart City. C'est marrant, ça. Parce que toutes ces startups là qu'on voit émerger, qui va payer le service de mobilité, le service c'est souvent une question que j'ai. Du coup, je vais y répondre. Typiquement, la startup Home in Love, là... travaille sur de la recherche de biens immobiliers. Alors, c'est peut-être pas le bon exemple. Je vais peut-être prendre plutôt une autre start-up que vous n'avez pas là, qui s'appelle Citylity, qui travaille sur du lien social dans un immeuble. Et cette start-up a prouvé que le fait que les gens se connaissent, on avait moins de dégradation et donc moins de budget de maintenance dans l'immeuble. Donc, son service est finalement financé par le budget maintenance de la régie qui loue l'immeuble. Et c'est tout à fait intéressant parce que ces business models aux interfaces, ces propositions de valeur de la Smart City se situent souvent aux interfaces d'un loueur avec les habitants, etc. Et le rapport de Luc Bello, que je vous encourage tous à lire, qui a fait une très belle mission autour de la Smart City, dit justement que la Smart City ne se fera pas en rasant gratis, que la Smart City, les collectivités devront se la payer. Donc l'expérimentation, c'est une façon de faire, mais le déploiement, ça en est une autre. Moi, je vais en profiter. J'ai une question, moi, sur... nous, on est des ingénieurs, vous avez compris, hein, ouais. Donc on fabrique, on a l'ambition de fabriquer de la ville, donc construire. Ouais. Moi, je voudrais savoir, on n'a pas vu beaucoup d'urbanistes, peut-être, ou peut-être que vous n'en avez pas parlé dans vos équipes. Comment cet écosystème du numérique influe, est-ce que vous avez l'impression qu'il influe sur la morphologie et finalement la manière dont on construit et on conçoit la ville de demain, physiquement ou pas? Enfin, est-ce que vous voyez des initiatives en particulier se manifester qui tendraient à montrer une tendance dans cette logique-là? Alors moi j'ai un peu une vision un peu binaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des infrastructures existantes, c'est un petit peu ce que je montrais dans mon schéma, de mobilité, d'énergie, etc., qui sont sans doute vieillissantes, sur lesquelles on a un fort besoin de maintenance. Et le numérique va entrer par cette porte-là, très probablement, très sûrement.
Après, tout ce qui est planification urbaine, effectivement, je crois qu'on peut avoir aussi des logiques numériques autour de la planification urbaine pour prendre la meilleure décision concernant un projet urbain. On a 2 entreprises qui sont partenaires de la structure, l'une qui s'appelle ForCity, qui produit des scénarios de meilleures décisions, je dirais, politiques autour d'un projet urbain en y mettant des données, tout type de données, ça peut être des données de mobilité, etc., pour conseiller nos élus, à savoir est-ce qu'on dimensionne une gare de telle nature à cet endroit-là, etc. Donc là, cette approche de visualisation de la donnée, c'est une approche tout à fait intéressante. On appelle ça un théâtre de décision, typiquement. Donc ça peut être des solutions, si tant est que la donnée soit bel et bien ouverte. Donc ForCity a travaillé, par exemple, au moment des premiers matchs de la Coupe d'Europe l'année dernière, autour du nouveau stade de Lyon, le Grand Stade, sur le remplissage des remplissages du stade en fonction des navettes qui arrivaient. Donc voilà comment on va s'appuyer sur la donnée pour prendre ensuite les bonnes décisions. Et puis on a une deuxième entreprise qui s'appelle Cosmo, qui va être dans une approche plus systémique, et là qui va combiner différents types de données qui à la base ne se seraient peut-être pas combinées entre elles. Ce sont à la base des biologistes qui ont l'habitude de regarder tous ces aspects un petit peu systémiques de compréhension du corps humain et qui l'appliquent à la ville. Donc oui, effectivement, le numérique va d'un côté nous faire prendre des meilleures décisions, et de l'autre côté, le numérique va nous permettre de connecter nos infrastructures pour mieux les suivre et éviter sans doute, voilà, ou en tout cas prendre des bonnes décisions au bon moment, je crois. Oui, Alain D, s'il vous plaît. J'aimerais bien savoir vos rapports avec le Conseil de développement de la métropole. Vous savez que les lois sur la démocratie participative ont créé ces conseils de développement, et clairement, j'ai l'impression que vous travaillez sur les mêmes terrains et que... On travaille avec eux, oui, effectivement. Vous travaillez avec eux. On travaille avec eux. J'aimerais bien savoir un peu comment vous travaillez avec eux. Nous, on travaille un petit peu en amont de ce qu'on appelle le conseil de développement et ce qu'on appelle aussi les moments de concertation d'un projet urbain. Nous, on est vraiment en amont de ça, on fait de l'innovation, donc on a aussi des gens qui viennent nous voir en disant pourquoi la métropole ne travaille pas là-dessus, etc. Donc on est ce réceptacle d'écoute de ce que peut être l'innovation dans la ville, en fait. Et le conseil de développement fait très souvent ses réunions chez nous. Enfin, on travaille main dans la main avec le conseil de développement. Ouais, tout à fait. Oui, sachant qu'ils peuvent travailler en autosaisine, c'est-à-dire que le conseil de développement... Ils n'ont pas besoin de nous pour... Oui, ça existait bien avant nous, le conseil de développement. Oui. Mais là, du coup, le fait que nous, on travaille plus en amont sur l'innovation, il y a des synergies à développer. D'accord. Non, juste un commentaire pour répondre aussi à la question de Felipe. Donc, on connaît ForCity. Alors, il se trouve qu'en plus, ils sont nos voisins. Ils sont dans le bureau qui est en face du Cristallin à Lyon. Et très concrètement, en ce moment, on est en train de monter une offre pour un schéma directeur, donc exactement dans cet esprit de planification, où apporte l'outil gestion de la donnée et nous, l'expertise et le conseil pour la collectivité. Donc, c'est ce type de collaboration qui est déjà à l'œuvre. Est-ce qu'il y a d'autres questions Marianne ? Non, il faut parler dans le micro. Oui, bonjour. Je me demandais si vous établissiez des partenariats avec les villes à l'international, parce qu'il y a plein de villes qui sont en train de se... Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Des nouvelles créations, et du coup... Je parlais des projets européens. Et il se trouve que quand on a créé l'association, on a travaillé sur un appel autour de l'expérimentation dans la ville. Donc si on schématise, on a les plateformes de data, on peut avoir les plateformes de services, mais entre les deux, on peut imaginer qu'il peut y avoir des plateformes d'expérimentation pour échanger des bonnes pratiques avec des villes autres. Et on a remporté un projet européen, donc H2020, sur l'expérimentation dans les villes. Alors chaque année ou tous les 2 ans, l'Europe ouvre des pays, la H2020 ouvre des pays hors Europe, et là il se trouve que c'était le Japon qui était à l'honneur cette année-là. Donc on a effectivement un projet qui va se terminer à la fin de l'année autour de l'expérimentation dans croisé, Osaka, Lyon, et il y avait aussi la ville de Santander qui est une ville modèle pour la communauté européenne. Et donc on a travaillé avec 3 villes autour des plateformes d'expérimentation. Donc on a effectivement des
contacts avec le Japon. On a aussi des contacts établis parce que Lyon a de forts contacts avec Boston, l'écosystème entrepreneurial de Boston. Donc on a un programme qui s'appelle le Big Booster pour faire partir des startups à Boston et potentiellement récupérer des startups aussi américaines qui peuvent expérimenter chez nous. Donc on a aussi de forts contacts avec cet écosystème-là, qui est d'ailleurs plus un écosystème clean tech. Pas tant smart city, plus sur les clean tech, donc dans lequel on va retrouver des smart grids, etc. Et on a aussi beaucoup de liens avec Montréal. Et puis, on a aussi quelques liens avec une structure qui est un petit peu comparable à la nôtre, qui s'appelle Catapult Future Cities à Londres. Mais notre vocation, effectivement, c'est d'aller renforcer ces sujets-là, d'échange de bonnes pratiques, avec des villes à l'Europe ou hors d'Europe. Et puis, dans cet objectif, comme je disais tout à l'heure, c'est que les budgets innovation, expérimentation de nos villes, souvent, c'est des budgets qui sont grignotés. Donc, un bon levier de favoriser l'innovation. Et on a d'ailleurs un grand projet européen qui se situe sur le territoire de la Confluence. C'est de créer ces projets et qu'ils soient financés aussi par l'Europe. Et puis après, sur la dynamique nationale, ce modèle de partenariat public-privé pour innover dans la ville a été très observé par différentes collectivités. Donc on a Bordeaux qui a créé un lieu un petit peu similaire, qui s'appelle le Bordeaux Metropoles. On a des plus petites collectivités avec des problématiques de territoire aussi, qui ont créé des lieux un peu identiques. Et là, on les a accompagnés sous forme d'une prestation de service. Donc on a Boulogne-sur-Mer, dont le lieu a déjà été inauguré, et Mulhouse, qui a créé, alors pour le coup, ils vont aussi l'appeler le Tuba, qui sera... donc là, ils posent les statuts là au mois de juin. Et voilà, donc l'idée, c'est... je disais un petit peu tout à l'heure, là, c'est que la Smart City, elle n'est pas universelle. Néanmoins, il y a des ressorts, des process de faire dans l'approche multipartenaire qui peuvent se dupliquer. Néanmoins, on est sur des questions de besoin de territoire. La mobilité à Paris, c'est pas la mobilité à la Pardieu, c'est pas l'intermodalité à Confluence. Et même sur des quartiers, on est en fait sur la Smart City, ce sont des projets qui sont ancrés sur des territoires. Mais on a des process de faire qui peuvent être dupliqués, par contre. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Michel ? Si vous me permettez, je voudrais effectivement que vous puissiez vous exprimer sur ce que vous voyez, vous, de l'apport de l'ingénierie. Alors, il faut peut-être qu'on précise ce que c'est que l'ingénierie telle que nous, on la conçoit. Et peut-être par des exemples très pratiques. Qu'est-ce qu'on fait dans la ville ? On est à l'échelle du bâtiment, on est à l'échelle de l'îlot. Icari, par exemple, c'était nous. On est à l'échelle du quartier, on est peut-être à l'échelle de l'accompagnement des urbanistes sur la ville. Et puis, dans des domaines. Alors, les domaines qu'on pratique, c'est peut-être l'ingénierie à côté de l'urbanisme, c'est l'énergie, c'est la mobilité, c'est l'eau. On a juste derrière moi une start-up interne qui développe je peux le dire, oui, l'analyse des piézomètres urbains pour recoller ça sur l'évolution de la nappe phréatique. Donc on le fait à Paris. Si demain vous êtes intéressé, on pourrait le faire à Lyon. Donc voilà, ça c'est des domaines très concrets de développement de la ville, d'accompagnement de la ville. Comment est-ce que vous voyez notre intervention ? Alors, je vais citer un autre exemple encore sur le domaine de la mobilité, puisqu'on est intervenu dans l'agglomération, du côté du Grand Lyon, sur Oura. Ça, c'est donc l'assemblage des systèmes de billettique à Lyon ou autour de Lyon, c'était effectivement une action de cet ITS. Comment est-ce que vous voyez l'apport de l'ingénierie dans cet écosystème ? Je serais bien présomptueuse en 5 minutes de donner quelques éléments. Enfin, ce que moi je vois, je pense que c'est ce que vous avez initié, c'est-à-dire un certain décloisonnement des métiers. Je citerai un simple exemple. Un des premiers projets sur lesquels on a travaillé avec nos partenaires Keolis et EDF, c'était le croisement des données. EDF faisant du relevé haute altitude d'éclairage urbain pour conseiller les collectivités sur leur consommation, et Keolis rapportant dans un fichier de données les accidents, presque accidents, enfin gênes des conducteurs. Et l'idée finalement, alors on n'est pas toujours dans la big data, c'est de la data mais elle n'est pas forcément big. Et là l'idée c'était de faire travailler ces deux grands groupes ensemble sur comment finalement est-ce que si un conducteur a reporté une gêne, est-ce qu'elle est liée à une surbrillance ou une moins brillance à un carrefour ou autre. Et c'est typiquement, ce projet s'appelle le projet Lucie, c'est typiquement
le genre de décloisonnement qu'on aime voir. Donc voilà, je pense que le côté décloisonner vos métiers, je pense que c'est une bonne approche, que votre ingénieur énergéticien commence à connaître les métiers de l'eau, etc. Ça, c'est tout à fait une bonne approche. Après, forcément, je pense qu'on ne fera pas l'économie du numérique, de la compréhension des enjeux de la donnée, des objets connectés. Après, voilà, aujourd'hui, il y a une tendance à ce que tous nos grands groupes créent leur incubateur interne. C'est une façon, finalement, de réduire un petit peu les budgets de R&D, et puis d'aller repérer des briques agiles et de finalement financer ces briques-là en partenariat, en fait. Et ça, c'est aujourd'hui une tendance lourde de nos différents grands groupes, y compris ceux qui ne sont pas forcément le tuba, les SNCF avec leurs 574, etc., d'aller en fait se dire que la R&D ou l'innovation ne se passe pas simplement qu'à l'interne, mais aussi travailler à l'externe. Donc voilà. Après, le troisième étage de la fusée, c'est l'intrapreneuriat, effectivement. C'est donner la capacité à une équipe qui a une idée, qui a vu qu'il y avait un besoin. On peut très bien aussi partir et le besoin, c'est ce qu'on appelle en langage startup le pain point. Et s'il y a un pain point, ça veut dire qu'il y a un marché. Et d'avoir cette analyse-là. Donc le troisième étage, c'est aussi de donner, et on parle de capaciter les citoyens dans la ville, mais c'est aussi capaciter les personnes, les employés, à développer leurs idées et d'aller vers l'intrapreneuriat. Donc voilà un petit peu ce que je vois, décloisonner les métiers, bien s'intéresser au numérique forcément, et puis faire de l'intrapreneuriat avec une dose d'ouverture vers l'extérieur. Voilà, c'est un petit peu les trois ressorts qui sont pas sortis du chapeau, parce que c'est ce qui se passe un petit peu dans nos grands groupes. Mais voilà, qui ne sont pas des révélations, je pense, pour vous, hein, mais voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être une dernière question. Ouais. Aujourd'hui, vous avez une évaluation du modèle par rapport à la création d'emplois induits. Ça, alors effectivement, c'est une bonne question, parce que quand on a créé le tuba, tout de suite, forcément, nos Veolia, etc., nous ont dit, ça sera quoi les KPI? Voilà, alors on n'est pas une usine moi j'aime bien dire, on n'est pas une usine. Moi je travaillais avant pour le Verplat chez Saint-Gobain, on savait combien de mètres on sortait des flottes tous les jours sur la France. Donc là, oui, là on était sur des KPI. L'innovation, malheureusement, quantifier l'innovation, ce qui est certain, c'est que si on n'en fait pas, on n'évolue pas avec son marché, et on n'est pas une entreprise qui va gagner, ça c'est sûr. Après, nous, ce qu'on quantifie, c'est effectivement le nombre de projets, le nombre de startups qui viennent nous voir, le nombre de projets qu'on est capable de monter. Alors il est certain qu'un projet comme le projet de GRDF qui a duré un an et demi, enfin sur 3 années en commençant à la fin de l'année 2015, sont des projets longs sur lesquels on a une vraie réussite, puisque ce sera sans doute l'application qui va au niveau national accompagner le déploiement du compteur gaz. C'est très très compliqué de quantifier. Au départ, on quantifiait par exemple le nombre de personnes, le nombre de citoyens qui entraient dans la structure. Après, on est parti sur, oui, mais alors si on n'avait qu'une typologie de citoyens qui étaient des gens intéressés par l'innovation. Donc on s'est dit, pour avoir un panel de citoyens, on va produire une petite offre de restauration de manière à pouvoir attirer différents types de citoyens. Donc maintenant, on compte plus c'est plus un KPI pour nous. En revanche, le nombre de startups qu'on rencontre, le nombre de projets qu'on monte sont des vrais révélateurs de réussite. Et puis après, ce qu'on quantifie, c'est effectivement les 20 startups. Alors j'ai cité Coparc, qui a passé un an chez nous, qui est maintenant pour 3 ans en lien et en expérimentation et en lien commercial, puisque nous, notre propos, c'est pas du tout ce qui se passe après en termes commercial, avec LPA. Donc la SEM qui gère les parkings lyonnais. Et ça, ce sont des vraies réussites. Et c'est comme ça qu'on quantifie. Mais effectivement, on n'a pas le KPI à la fin de la journée qui dit que si l'usine était performante. Ça, c'est sûr. On sait moins faire. Et en termes de nombre d'acteurs aujourd'hui concernés? D'acteurs d'acteurs économiques. D'acteurs économiques, ouais. Et nombre de personnes qui sont aujourd'hui... C'est un petit peu ce qu'on communique sur ces sujets-là, effectivement.
on est parti d'une douzaine d'acteurs en 2014 à la signature des statuts. Aujourd'hui, on en a 40. Puis il y a tous ceux qui sont autour, qui font des projets avec nous, mais du coup, on pourrait parler de leurs projets. Avec GRT Gaz, on travaille sur la plateforme de data, par exemple. On va faire des événements qui ne sont pas forcément partenaires. Mais effectivement, on quantifie beaucoup notre dynamisme au nombre d'acteurs qui rejoignent la structure. Et en nombre de citoyens ? Et en nombre de citoyens, du coup, alors on a arrêté de compter, si ce n'est, maintenant, ce qu'on compte, c'est vraiment ceux qui sont physiquement dans les ateliers. La première année, on a compté ceux qui étaient entrés dans la structure, qui s'étaient intéressés au lieu. Et que maintenant, Olivier pourra le dire, le midi, on a beaucoup de gens qui s'intéressent, qui viennent déjeuner aussi. Donc, on compte plus ces gens-là, parce qu'au bout d'un moment, on regarde plus le décor quand on vient déjeuner plusieurs fois par semaine au même endroit. Donc maintenant, on compte les nombres de citoyens qui passent dans nos ateliers. Et donc, sur l'année dernière, on a eu 500 personnes physiquement qui sont venues, qui sont inscrits via une interface web pour venir à nos ateliers, pour co-créer avec nous. Et c'est que le début, parce que 500, c'est très, très peu. Et c'est déjà une donnée. Ouais. Bon. Merci beaucoup. De rien. Merci pour donc cette présentation et ces débats très riches. Je pense que, en tout cas, ce dont on est sûr, c'est que le sujet de la Smart City est un sujet durable et qu'il n'a pas fini de nous interpeller. Et donc, évidemment, on va suivre vos activités au travers de vos contacts avec Olivier à Lyon. Et puis, j'espère que nous aurons l'occasion de rentrer peut-être sur des projets concrets. Hein. Voilà. Merci.